d'être libre de s'exprimer comme on veut. Madame, Messieurs, bienvenue sur ce plateau de Gabon 24 dans Le Peuple s'exprime, votre émission où nous recevons plusieurs personnalités. Et d'ailleurs, aujourd'hui, pas les moindres sont avec nous pour parler, encore une fois, des violences en milieu scolaire. Et oui, nous posons la problématique cette fois dans la responsabilité du personnel encadrant, mais pas seulement, des encadreurs jeunesse également. L'école, lieu d'apprentissage par excellence qui renvoie à la discipline et aux valeurs, est devenu le théâtre depuis quelque temps au Gabon des scènes de violence. Je ne vous apprends rien quand ce ne sont pas des cas avérés de harcèlement. On assiste à des confrontations d'une rare violence entre apprenants et tout ceci filmé comme si la violence était devenue banale. Dans cette émission, on s'interroge sur donc la responsabilité du personnel encadrant par rapport à ces violences. Quelles sont les pistes proposées pour essayer d'endiguer le phénomène dans les établissements et quelles sont celles proposées également par les encadreurs jeunesse? Sur ce plateau de votre émission Le Peuple s'exprime, nous avons un parterre d'invités, mais déjà pour commencer à ma droite, nous avons monsieur Joachim Ondjila Ongele, inspecteur général des services au ministère de l'Éducation nationale. Monsieur Ondjila, merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. Merci. Et juste à vos côtés, nous avons monsieur Eric Bekale, proviseur du lycée technique national Omar Bongo de Libreville. Merci d'être là avec nous également. Merci. À côté de vous, un encadreur jeunesse, mais un visage qui n'est pas méconnu du grand public puisqu'il est ancien international gabonais basketteur, Marius Assoumou Kemp. Merci de nous avoir rejoints sur ce plateau du Peuple qui s'exprime. Merci. Et à ma gauche, un visage également, j'ai envie de dire un vétéran dans la lutte syndicale, monsieur Samuel Ngwangou, ancien président du syndicat national de l'éducation nationale. Merci d'être là avec nous. Merci. Et un autre syndicaliste qui n'est plus à présenter, mais quand même, j'aime à le faire, monsieur Pierre Minsa, président de la Machette syndicale des travailleurs gabonais vaillants. Merci de nous avoir rejoints. Plaisir partagé, madame. Alors, messieurs, la première question, elle est plutôt générique. C'est vrai, il y a une série d'émissions avec celles-là qui ont planté le décor, mais à votre niveau, quelle est la responsabilité du personnel encadrant, sinon des établissements, par rapport aux violences scolaires? Monsieur Ondjila. La responsabilité des établissements. Bon, nous, il faut savoir que l'école reçoit les élèves qui partent de chez eux. Et donc, l'école aujourd'hui est l'expression d'une violence que l'on trouve ailleurs. Quand vous prenez le cas des enfants d'agression, vous voyez, pour le cas par exemple des élèves de René Descartes, l'établissement, voilà, ça ne s'est pas passé à l'établissement. Il faut rappeler que pendant cette période, René Descartes était en vacances. Mais à quel moment on parle de violence scolaire, monsieur Ondjila? Est-ce que c'est uniquement les violences qui sont perpétrées à l'intérieur des établissements? De violence en milieu scolaire, c'est lorsque la violence s'exprime au niveau de l'établissement, à l'intérieur des établissements. Bon, on va extérioriser parce que parfois les élèves en uniforme s'agressent, mais au-delà de ça, il y a quand même une délinquance juvénile. Ce n'est pas seulement à l'intérieur des établissements, il y a des violences qui s'expriment en dehors des établissements. Mais pour le cas de cette émission, on parle des violences en milieu scolaire. Voilà, donc c'est dire que l'école aujourd'hui est aussi le miroir d'une violence qui peut-être vient d'ailleurs. Est-ce que l'école n'a pas sa responsabilité dans cette violence-là? Bien sûr que nous avons une responsabilité parce que c'est nous qui gardons les enfants. Nous prenons tout à l'heure un exemple. Nous sortons là des élections. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que vous n'avez pas vu votre nom sur la liste, vous levez, vous allez casser les urnes. Ça, ce n'est pas, ça c'est pas les enfants. Ça, ce sont les adultes. Donc, on va dire que lorsque vos enfants vous voient faire ça, lorsque les jeunes vous regardent faire ça, qu'est-ce que ça fait? Vous donnez une image qui est négative. Parce que c'est une violence qui vient d'ailleurs et que les enfants aujourd'hui deviennent les victimes de cette violence. Nous allons peut-être y revenir tout à l'heure, on parlera des enfants. Les bourreaux sont aussi des victimes parce que vous voyez bien que vous avez là des adolescents. Un adolescent, c'est par essence quelqu'un qui n'est pas responsable de ce qu'il fait. Donc, Monsieur Ngwangou. Et les enfants qui agressent, oui, et les enfants
qui sont agressés, tous les deux sont des bourreaux. Monsieur Donc, il faut Ngwangou, trouver des solutions. selon Monsieur Angila, l'école est le miroir de ce qui se passe dans la société. Est-ce que cela voudrait dire qu'il n'y a pas une responsabilité portée par le personnel encadrant par rapport à ce qui se passe dans ces écoles quand on parle de violence en milieu scolaire? Naturellement, oui, je crois qu'il y a eu une responsabilité évidente du personnel scolaire dans les violences qui s'expriment à l'école. Même comme l'a dit monsieur l'inspecteur, ces violences peuvent traduire des choses qui se sont passées ailleurs ou des exemples qu'on a pris ailleurs et qu'on vient exprimer en milieu scolaire. Et là, on va parler peut-être des facteurs de ces violences. Exactement, mais je crois que, comme je l'ai dit, l'école a une responsabilité administrative des violences qui se passent non seulement à l'intérieur des établissements scolaires, mais aussi sur le parcours, c'est-à-dire de la maison à l'école et de l'école à la maison. Mais je crois qu'il faut aller plus loin dans l'analyse de ces responsabilités et de ces causes. Parce que nous qui avons un certain âge, nous avons connu un type d'établissement qu'on ne trouve plus aujourd'hui. D'abord, je crois que nous devons nous référer à ceux qui nous ont montré l'école que nous pratiquons aujourd'hui. Parce que l'école nous vient de quelque part. Oui. Je parle de l'enseignement scolaire que nous avons aujourd'hui. Oui. Ça nous vient de quelque part. Est-ce que dans ces pays d'où nous viennent ces modèles, est-ce qu'il y a un seul collège où il y a 3000 élèves? Est-ce qu'il y a un seul lycée où il y a 3000 élèves? Aujourd'hui, le facteur que vous pointez du doigt, les établissements sont devenus des mastodontes. Mettez au lycée technique où j'ai été élève, j'ai été également enseignant. Et M. Bekale prendra la parole. Où j'ai été élève, où j'ai été également enseignant. Quand nous avons été élèves au lycée technique, je n'ai jamais été dans une classe de plus de 35 élèves. Ça, c'était à votre époque? C'était à notre époque. Les choses étaient organisées de telle sorte que les enfants connaissent leurs enseignants et les enseignants connaissaient leurs élèves. Et donc, sur la base de cette relation, il y avait des comportements qui se créaient et qui étaient entretenus. Or, aujourd'hui, vous avez une salle de classe de 100 élèves. Comment pouvez-vous la gérer? Mais surtout, derrière, les enfants craignaient l'enseignant et le personnel administratif. D'abord parce qu'ils les connaissaient. Oui. Or, aujourd'hui, un enseignant rencontre son élève dans un bar ou dans une boîte de nuit, il ne se rend même pas compte que c'est son élève. Donc, ce lien individuel qui se créait, qui était capable, qui était possible parce que les effectifs étaient des effectifs que je peux qualifier de normaux, oui, permettait qu'à la limite, même les solutions qui étaient apportées aux élèves étaient des solutions individualisées. Or, aujourd'hui, ce n'est plus possible. Monsieur Bekale, vous êtes le proviseur d'un des plus grands établissements de notre cher pays, le Gabon, le lycée technique national Omar Bongo. Le problème est posé, M. Ngwangou vient de pointer du doigt un des facteurs, les effectifs pléthoriques, mais derrière on a envie de poser la question, est-ce que ce sont les effectifs pléthoriques qui font en sorte que dans les établissements on retrouve de moins en moins de la rigueur et de la discipline du personnel encadrant vis-à-vis de ces apprenants-là? Merci. Il faut dire que l'école est responsable des enfants du moment où les parents nous confient ces enfants-là. Et un parent qui vous confie son enfant, il souhaite que son enfant apprenne dans de bonnes conditions. Je suis d'accord avec tous ceux qui m'ont précédé, qui ont dit que l'école était responsable. Les effectifs pléthoriques, le lycée technique national Omar Bongo, aujourd'hui, ne connaît pas des effectifs pléthoriques. Vous comprenez? Si vous dites que le lycée technique national Omar Bongo, à l'époque de mon aîné, c'était à 35, 36, le lycée technique national Omar Bongo est encore dans cette norme-là. Dans cette norme-là. Voilà. Mais qu'est-ce qui a expliqué, peut-être pas sous votre responsabilité, mais qu'est-ce qui explique que souvent, ces apprenants du lycée technique sont parfois ceux qui vont vers les autres élèves, vers les autres apprenants pour perpétrer certaines violences? Est-ce que finalement, le facteur des effectifs pléthoriques, on doit le mettre de côté et qu'est-ce qu'on doit mettre en avant pour comprendre? Bon, la particularité avec le lycée technique national Omar Bongo, c'est que nous n'avons plus de 6e comme à l'époque du grand frère. On prend les enfants à partir de la 3e, à partir de la seconde, première, terminale. Oui. Ça voudrait dire que l'enfant qui est aujourd'hui au lycée technique national Omar Bongo a un passé scolaire.
Est-ce que vous rejetez la faute vers ceux qui ont tenu l'enfant de la 6e en 3e? Est-ce qu'il n'y a pas, d'une certaine façon, vous n'avez pas une certaine responsabilité? Je renvoie la faute, encore une fois, à la famille. Parce que la famille qui confie son enfant à l'enseignement technique, il sait qui il confie à l'école. Monsieur Bekale, est-ce que vous vous rendez compte que souvent certains parents, lorsque les enfants quittent le milieu familial, donc la maison, pour aller à l'école, ont peur de ce qui va se passer à l'école? Non pas parce qu'ils n'éduquent pas bien leurs enfants à la maison, mais parce que leurs enfants pourraient être victimes de violences en milieu scolaire. C'est tout à fait normal. Et comment on arrive à rassurer ces parents? Il faut rassurer les parents en leur disant que le lycée technique, donc je maîtrise le fonctionnement, a toute une organisation qui part de la vie scolaire. Dès qu'un enfant est inscrit au lycée technique national Omar Bongo, il y a la vie scolaire. Parlez-nous de cette vie scolaire. La vie scolaire, bien comprendre. C'est cette direction-là qui est en contact avec le parent. Dans la vie scolaire, vous allez voir les responsables de niveau. Vie scolaire, niveau seconde. Vie scolaire, niveau première. Vie scolaire, niveau terminal. Ensuite, il y a des services d'appui. Dans une vie scolaire, vous avez les affaires sociales, vous avez les psychologues. Au lycée technique, quand un enfant arrive, c'est une semaine de sensibilisation où on dit aux parents et aux élèves, aucun problème ne devrait être résolu par vous-même. Ça, c'est le travail que l'école a prévu, sans vouloir dire qu'il n'existe pas de violence. Ça existe, nous les vivons, mais l'organisation du lycée technique est faite de telle sorte que si tout le monde jouait franc jeu, on ne devrait plus parler de violence en milieu scolaire. Monsieur Bekale vient de parler de la vie scolaire. On la retrouve au lycée, certainement, René Descartes, où il y a eu l'affaire du jeune Warren. On la retrouve également à Immaculée, où il vous souviendra, ces deux jeunes filles qui avaient eu une confrontation d'une rare violence et on a dû les exclure. Je parle sous le contrôle de monsieur Ondila qui est là. On la retrouve, cette vie scolaire, un peu partout. Mais pourquoi le phénomène des violences en milieu scolaire persiste? Merci, madame. Vous savez, l'école ne commence pas au secondaire. L'école commence avant le secondaire. Et à notre époque, précisément à mon époque, on nous disait que pour commencer l'école, il fallait avoir 6 ans, à notre époque. Et les parents de l'époque, ne pouvant pas déjà déterminer si leurs enfants avaient 6 ans, on nous faisait passer une épreuve. On prend la main gauche pour attraper l'oreille. Même si vous avez 10 ans, si votre main n'arrive pas à attraper l'oreille, pour vos parents, vous n'avez pas encore le droit d'aller à l'école. À cet instant, prenons le cas de ceux-là qui ont commencé l'école à 6 ans. Ça veut dire que ceux-là quittent le milieu familial à 6 ans, l'année scolaire. Je veux dire, l'année égale 12 mois, l'école, c'était 9 mois. Oui. Je crois bien, 9 mois. Ça veut dire que cet enfant de 6 ans, qui est au CP1, qui quitte ses parents à l'âge de 6 ans, vous voyez, il fait pendant l'année, il fait pratiquement 3 mois avec les parents et il fait 9 mois avec les enseignants. Comme pour dire qu'il passe plus de temps à l'école. Il passe plus de temps à l'école qu'avec les parents. Avec les parents. Et à cette époque aussi, il y avait ce qu'on appelle l'enfant du village. Ça veut dire que l'enfant n'appartenait pas à un homme ou à une femme. C'était un enfant qui appartenait à toute la communauté. Donc, une fois cet enfant arrivé à commettre certaines erreurs, il était corrigé aussi bien par les parents que par d'autres personnes. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Cet enfant part maintenant de l'école primaire pour arriver au secondaire. Quand on regarde un peu le fonctionnement de ces établissements de nos jours, à notre époque, il n'y avait pas trop de violence. Et en dehors du milieu familial, mais monsieur Moussa, j'aime bien quand vous parlez de votre époque, et même monsieur Ngwangou l'a signifié, mais qu'est-ce qu'on a raté entre l'époque de monsieur Ngwangou, la vôtre, et l'époque d'aujourd'hui? Nous vous expliquons. À notre époque, quand on allait en 6e, on n'était pas branché avec la haute technologie. Il y avait les centres culturels français, centres culturels américains,
qui étaient nos lieux de loisirs. On y allait souvent. On y allait souvent. Et quand vous allez constater qu'à notre époque, je parle toujours de notre époque, qui était élève au niveau du secondaire, qui était orienté au privé? Il n'y avait pas assez des établissements privés. Il y avait, au niveau de Libreville, Saint-Georges existait, La Réussite existait, oui. Ademba existait, Saint-Lumière existait, Kouramburu existait, LDD aussi existait. Donc il y avait peu d'établissements privés et qui étaient appelés à aller dans ces établissements privés, ce sont ceux-là qui ont, soit qui n'ont pas eu leur entrée en sixième, le concours au public, ou encore celui-là qui s'est manifesté par un mauvais comportement au secondaire, qui a été exclu. Et les parents ne pouvant pas accepter que leur enfant reste à la maison toute l'année, ils cherchaient de l'argent pour inscrire cet enfant-là au privé. Alors, au privé, pour nous, le privé était, quand vous étiez au privé, nous qui avons au public, on se moquait de vous parce qu'il n'y avait pas d'enseignement. Vous voyez? Et à cette époque aussi, l'école était vraiment ce grand centre d'apprentissage. Qu'est-ce qui s'est donc passé? C'est la question. Les réseaux sociaux sont arrivés. Avec la fermeture des centres culturels, les enfants ont été beaucoup plus face aux réseaux sociaux, à travers les téléphones. Deux, les parents riches qui avaient leurs enfants dans les mêmes établissements où on apprenait, les enfants de ces parents riches sont responsables de l'arrivée des drogues dans les établissements. Est-ce qu'il faut pointer du doigt uniquement? Monsieur Marius, Monsieur Pierre Minsa, vous allez revenir, gardez le fil de vos idées, parce qu'on n'a pas assez de temps. Monsieur Marius, vous êtes un encadreur de jeunesse. C'est assez fort de pointer du doigt les enfants issus d'un certain milieu en disant que ce sont eux qui apportaient les drogues dans les établissements. C'est l'avis de M. Minsa, mais quand même, vous encadrez les jeunes. À votre avis, on parle de ces facteurs. Qu'est-ce qu'on a raté entre l'époque de M. Ngwangu et l'époque de M. Minsa, où il y avait une certaine rigueur, et l'époque que l'on vit aujourd'hui jugulée par toutes ces violences que l'on connaît? Alors, il faut dire que je suis sur le présent plateau en tant que président d'association. Je pense que, pour aller plus loin, la responsabilité relative au phénomène des violences en milieu scolaire est très étendu. Et pour ma part, je le disais tout à l'heure en off, le principal responsable, c'est la cellule familiale. La cellule familiale. Ensuite, tout ce qu'il y a autour, éventuellement des établissements scolaires, les débits de boissons. Est-ce qu'à votre niveau, au niveau des encadreurs dans les établissements, il n'y a pas une véritable responsabilité aussi, puisque M. Minsa le disait, l'enfant passe plus de temps à l'école finalement qu'à la maison? Alors moi, je ne suis pas encadreur dans un établissement. Certainement, mais vous avez votre point de vue? Oui, mon point de vue est que je ne partage pas tout à fait la vie de M. Minsa, je l'ai dit tantôt, de pointer du doigt le fait que ce soit les enfants des familles nantis qui ont apporté la facilité, l'accès aux drogues dures. Je pense, comme je disais tantôt, que ce phénomène est beaucoup plus étendu. Parce que, outre la cellule familiale, les enfants victimes ou acteurs de violences en milieu scolaire ne sont pas que ceux qui vont à l'école. Il faut généraliser. De façon générale, la délinquance juvénile, c'est un facteur, c'est un phénomène qui puise ses fondements dans beaucoup de facteurs. Mais pour essayer de restreindre la question au niveau des violences en milieu scolaire, oui, on parle de cette délinquance juvénile quand on veut prendre le phénomène dans sa globalité et de façon générale. Mais quand on va et qu'on voit dans les établissements, je le disais déjà à M. Bekale, les parents qui nous regardent ce soir ont peur aujourd'hui d'envoyer leurs enfants à l'école. Parce que quand ils vont là-bas, soit ils sont harcelés, soit ils deviennent aussi les bourreaux. Ils ne sont pas que les victimes, les enfants. Alors, mais pourquoi l'environnement de l'école s'est dégradé de l'époque de M. Ngwangu à l'époque de nos enfants aujourd'hui? Alors, je pense que... Ok, M. Ngwangu, allez-y. Non, allez-y, il n'y a pas de problème. Je voudrais d'abord balayer du revers de la main le fait qu'on dise que la cellule familiale soit le facteur principal de ces violences. Quel est votre avis sur la question? Il suffit d'examiner la configuration aujourd'hui des établissements scolaires
Moi, à mon époque, je suis parti de ma famille. J'avais à peine 13 ans pour le collège. Et j'ai très bien fait mes études. Je n'ai pas connu de violence. Et pourtant, j'étais loin de ma mère et de mon père. Nous étions dans une maison à 5 élèves. Le problème, c'est que... Sans responsable. Sans responsable. Chacun était responsable de lui-même. Et puis, puisque nous étions des cousins, des frères, nous n'avions aucun responsable parental avec nous. Nous n'étions que des élèves dans une maison. Le problème aujourd'hui, il suffit d'examiner la configuration physique des établissements scolaires. Prenez le lycée Mabignat, il est où à Montbouet? Allez voir tous les établissements qui sont dans le pourtour de Montbouet, envahis par les marchés, par les bars. Aujourd'hui, il y a l'autre phénomène, c'est qu'aujourd'hui, le projet du lycée a parlé du lycée. Oui. Mais dans l'enceinte de cet enclos, il y a combien d'établissements? Il y a combien d'établissements? Nous n'avons jamais connu, moi, même quand on était au lycée technique, nous n'avons jamais connu des établissements scolaires à plus de 3000 élèves. Ça n'existait pas. Or, si vous prenez aujourd'hui le lycée Léomba, enfin, l'enceinte de ce qui fait le lycée Léomba, vous prenez le lycée d'État, ce qui fait le lycée d'État. Entre ces deux établissements, il y a combien d'élèves? Si vous faites l'addition de ces deux établissements, là, on est à plus de... C'est-à-dire que la configuration des établissements scolaires aujourd'hui pose problème. Les établissements sont envahis par des bars, envahis par des marchés. Comment voulez-vous que dans cette situation, les enfants puissent apprendre... tout cet écosystème qui peut contribuer. L'écosystème est quelque chose d'extrêmement important. Je vous disais en off qu'un jour, je rentre de Bitam. J'arrive à Essassa à 4 h du matin. Et je vois 2 petits garçons, je crois qu'ils n'avaient pas plus de 15 ans, qui allaient au lycée technique à 4 h du matin. Ces enfants-là ont mangé quand? Vont manger où? Vont manger quoi? Vont manger quand? Or, nous, quand on était à notre époque, par exemple, moi j'habitais les 3 quartiers, j'allais à l'US Technique. Nous avions un service de transport qui était impeccable. On savait exactement l'heure à laquelle le bus nous prend, nous amène au lycée. On savait exactement l'heure à laquelle on partait du lycée pour rentrer à la maison. Et donc les parents à la maison savaient à peu près à quelle heure nous devrions être à la maison. Et si on n'était pas à la maison dans un écart de temps convenable, ils s'inquiétaient. Or, aujourd'hui... Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Monsieur Andjila, vous qui représentez le ministère de l'Éducation nationale et donc l'État, Monsieur Minsa a pointé du doigt le fait qu'à l'époque, à son époque, il y avait plus d'établissements publics que privés, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Monsieur Ngangou vient de relever là également tout l'écosystème autour des établissements qui peut favoriser finalement les violences que l'on retrouve à l'intérieur, dans l'enceinte de ces établissements. L'État est-il complice des violences en milieu scolaire ou entretient-il ce phénomène de façon à peine voilée? Non, ni complice ni entretenu. Il faut juste dire que, il faut relever le fait que c'est pas bien de dire à notre époque tout était bien. La violence aujourd'hui. On avait nos formes de violence, peut-être pas exacerbées. Il y avait des questions de violence, des bagarres. Vous vous souvenez quand vous étiez, on avait la terre rouge, on avait le... Voilà. Donc, non, attendez, c'est dire que... Parce que si on veut prendre le taureau par les cornes pour résoudre le problème, il ne faut pas dire qu'à notre époque, tout était bien. Parce que, nous sommes les enseignants d'aujourd'hui... Pour que les enfants... Les enseignants d'aujourd'hui sont les élèves d'hier. Donc, si tout était bien et que nos élèves aujourd'hui se comportent mal, c'est que quelque part, il y a notre responsabilité. En tout cas, moi, je n'ai pas dit que tout était bien. Non, parce que on vous dit à notre époque, à notre époque, on avait nos formes de violence. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ces violences-là sont accélérées, j'ai envie de dire, par les réseaux sociaux. Quand il y a eu une bagarre qui se passe au lycée technique, à l'époque, la bagarre restait au lycée technique. Ce qui était difficile à l'époque. Attendez, il y avait quand même des choses. Moi, je peux vous dire, on a la chance ici d'avoir été tous au lycée technique. Et moi, je peux vous dire qu'à l'époque, on avait, par exemple, des gens
qui prenait un élève qui prenait le bus. Nous sommes dans le ils montaient sur oui, la toiture. le phénomène des cascadeurs. On avait aussi les élèves qui prenaient le bus. Vous avez parlé de Sottraville. Un élève du lycée, il rentre dans le bus, il prend la place du chauffeur, il amène les élèves. Mais monsieur Angela, ici, il n'est pas question de se référer à ce qui n'a pas marché par le passé. Mais il ne faut pas taire les choses comme ça. Dire que nous, à notre époque, tout était bien. Sinon, après, on a du mal. Personne n'a jamais dit non. Moi, très souvent, personne n'a jamais dit que tout était bien. Regardez. Si on en parle aujourd'hui, c'est à cause de deux choses. Voilà. Deux choses. Oui. La récurrence des faits de violence. Oui. Il ne se passe plus de jours sans qu'on ait des faits de violence un peu partout. Il faut trouver des solutions. Attendez. Et les solutions, on en parlera en deuxième partie de cette émission. La seconde, c'est le degré de violence. Tout à fait. Aujourd'hui, il y a des élèves qui tuent d'autres élèves. On a l'impression Nous n'avons jamais vu ça. Aujourd'hui, il y a des élèves qui violent d'autres élèves. On n'a jamais vu ça. Ce qui nous rassemble aujourd'hui sur ce plateau, c'est d'essayer de comprendre ce qui s'est passé entre-temps. Voilà. Madame vous parlez de Nguema Mumba. Mais non, Nguema Mumba est arrivé hier. Nous avons connu Luc Marabila au lycée Léomba. Par exemple. Nous avons connu M. Moubamba au lycée technique. Nous avons connu M. Patrice Ondomba au lycée d'État de l'estuaire. C'était des références de discipline. C'était des terreurs de discipline. Oui. Moi, j'ai été au lycée technique lorsque M. Moubamba était proviseur. Vous comprenez? Mais comment cela était-il possible? Et c'est sur ce questionnement... C'est parce que je crois que M. Moubamba vit encore, il est du côté de Sassa. Ils étaient capables d'identifier pratiquement leurs élèves. Oui. Or, aujourd'hui, j'ai pris le cas de ce qui s'appelait à l'époque lycée technique. Vous allez aller au lycée technique aujourd'hui, il y a combien d'établissements à l'intérieur? Vous allez au lycée Léomba, il y a combien d'établissements à l'intérieur? Vous allez au lycée d'État, il y a combien d'établissements à l'intérieur? Et c'est sur ce questionnement, M. Mbouangou, que nous refermons cette première partie parce que le temps ne nous appartient pas. Oui, souffrez de patienter le temps d'une pause. Nous refermons juste la première partie. On se retrouve juste derrière la transition puisque nous avons également des contraintes vis-à-vis de l'antenne et gardez le fil de vos idées. On parlera beaucoup plus de solutions, même si vous avez encore envie de revenir sur quelques facteurs rapidement en deuxième partie, on pourra les relever, mais surtout des solutions que l'on peut proposer ensemble pour lutter contre les violences en milieu scolaire. À tout de suite. D'être libre et de s'exprimer comme on veut. Nous sommes un peuple libre. Nous sommes un peuple libre. Les Camerounais sont libres. Un peuple Nous avons le droit d'être libre et de s'exprimer comme on veut. Deuxième partie de votre émission, Le Peuple s'exprime. Nous sommes toujours dans le cadre de la responsabilité du personnel encadrant concernant les violences en milieu scolaire. Il nous a rejoint sur ce plateau Monsieur Donatien Boulingi, président exécutif du Conseil national des parents d'élèves du Gabon. Merci de nous avoir rejoints. Alors, vous avez regardé un peu la fin de la première partie de cette émission qui était consacrée aux facteurs liés à ces violences en milieu scolaire et même à la responsabilité de ce personnel encadrant. Quel est votre point de vue ? Les facteurs qui font ce qu'aujourd'hui, comme on dira en physique ou en chimie, c'est un chaos aujourd'hui pour la jeunesse gabonaise. Ce chaos est dû à quoi? Ce chaos est dû à beaucoup de situations. Ce chaos commence parfois dans la famille, je dis parfois. Ce chaos arrive, avant d'arriver à l'école, il y a aussi la rue qui est là, et nous avons l'école, sans oublier aussi l'État qui, lui, lorsqu'il y a une faiblesse au niveau de la famille, l'État, un peu comme quand nous voyons une situation qui est grave, il y a ce qu'on appelle l'autosaisine. L'État peut s'autosaisir et venir assister ces familles qui ne sont plus capables, parfois, d'assumer leur rôle en tant que parents. Parce qu'il y a le parent qui est géniteur, il y a le parent
un peu au sens large, comme l'expliquait un des frères ici, M. Mintsa, la famille, ce n'était pas que le père et la mère. La famille, c'était les oncles, les tantes. La famille, c'était au-delà même de cela, c'était aussi tout un quartier, tout un village. Oui. Et il disait que lorsqu'un enfant arrivait à commettre une faute, mais tout le monde pouvait venir le corriger. Aujourd'hui, souvent, c'est difficile. Lorsqu'on veut peut-être venir orienter l'enfant, qu'est-ce qui va se passer? C'est le propriétaire, bien sûr, l'enfant, le géniteur, qui viendra dire « Ah non, vous n'avez pas le droit ». La raison pour laquelle nous, en ce qui concerne les fédérations ou bien les associations des parents d'élèves, nous disons nous sommes des fédérations ou des parents d'élèves et non des parents d'enfants. C'est-à-dire que ce sont des structures que nous organisons où ne sont que des adultes. Parce que nous nous disons, aujourd'hui, nous n'avons plus cette autorisation d'aller intervenir tout de suite sur l'enfant de l'autre. Est-ce que le fait que vous n'ayez plus cette autorisation-là justifie la baisse, ou j'ai envie de dire, le manque de rigueur qu'on a connu d'antan dans les établissements scolaires, le manque de discipline? On citait M. Marabila en fin de première partie, et il y a d'autres noms qu'on peut, et on passerait la journée à les citer, mais pourquoi aujourd'hui il y a comme une certaine faiblesse? Est-ce que le facteur n'est pas autre? Est-ce qu'il n'y a pas finalement cette responsabilité qui n'est plus tenue par les responsables d'établissement et tous les partenaires dont les parents d'élèves que vous représentez ici? Je parlais du mot chaos. Ce n'est pas rien quand j'emploie le mot chaos. La jeunesse gabonaise est dans un chaos. Comme quand vous prenez une balle, vous lancez, les molécules, c'est dans un état chaotique. C'est ce qui se passe. Mais les causes ont été presque en partie énumérées. Je n'ai pas refusé la famille. Oui. Dans la famille, il y a par exemple des parents qui sont au chômage. Vous savez, aujourd'hui, nous n'avons plus de plantations. La plantation, c'est quoi? C'est le marché, c'est le supermarché, c'est l'hypermarché, ce sont des magasins. Mais celui qui ne travaille pas, comment fera-t-il pour envoyer son enfant à l'école? Déjà, même le respect aujourd'hui, on est respecté à partir du moment où on a des moyens. Rendez-vous compte. Est-ce que c'est cette éducation qu'on doit transmettre à nos enfants? Avoir les moyens pour être respectés? Mais il y a eu l'évolution. La société évolue. Est-ce que la société d'aujourd'hui est celle d'hier? Les appareils que nous utilisons, la haute technologie, est-ce que nous l'avions, nous, à notre temps? Même le poste radio appartenait à papa. C'est lui seul qui avait le droit de l'ouvrir. Vous venez écouter. Si lui, il dit, je l'ouvre seulement à la période de communiquer, parce que lui, il veut écouter s'il n'y a pas un parent qui est décédé dans la ville ou à l'extérieur, mais vous, le fils ou l'enfant, vous n'avez pas ce droit. Et on le respectait. On respectait tout ce que nos parents faisaient. Et comme vous avez... Aujourd'hui, oui, allez-y. Aujourd'hui, pour toujours en parler, il ne faut pas qu'on occulte cela. Les nouvelles technologies font que. On nous dit, moi cette question m'avait été posée une fois sur un plateau, est-ce que vous autorisez les iPhones et tout ce qui est... Je dis, mais puisqu'il faut faire de la recherche, il y a des enseignants qui aujourd'hui ne veulent plus rien faire. Ils ne donnent plus les cours, ils donnent un sujet, allez-y chercher. Mais l'enfant qui n'a pas, donc on se bat pour pouvoir acheter ces appels donnés aux enfants. Ils font que la recherche. Mais dans cette recherche, ils font aussi la mauvaise recherche. Je réponds. Dans la recherche, ils font la mauvaise recherche. Le monde est devenu un village interplanétaire. Tout ce qui se fait, quel que soit l'endroit du globe, mais c'est dedans. Mais si lui, il tombe dedans, comment on fume la drogue? Comment on fait ceci? Ce qui est mauvais, bien sûr. Mais l'enfant, il doit imiter. Nous apprenons par quoi? Par imitation. Mais il y a certes les nouvelles technologies. Maintenant, Monsieur Boulingui. Je peux quand même... oui, allez-y, allez-y. Oui, maintenant, puisqu'il y a la nouvelle technologie, et cette nouvelle technologie, il n'y a pas que les portables. Il y a aussi, par exemple, les médias. Vous voyez, là, nous sommes là. C'est suivi dans le monde entier. Effectivement. Bien. C'est pourquoi nous nous engageons à faire même les médias aussi, et il y a toujours des émissions qui vont instruire, des émissions qui vont sensibiliser. Mais si nous autorisons, par exemple, c'est pas mal, Canal. Vous voyez les films qui passent Canal? Et les enfants savent même déverrouiller le code parent. Et à 24 heures, quand l'enfant vient, parce que nous, aujourd'hui, c'est le monde moderne. Si on n'a pas Canal, c'est que nous ne sommes pas arrivés. Est-ce que lorsque je vous suis, M. Boulingui, c'est dire que dans ce monde moderne, on est comme dans le fait accompli, on ne peut plus rien faire pour sauver nos enfants, c'est le chaos? Ou est-ce qu'il y a quand même des pistes de solutions pour sauver cette jeunesse? Et vous aurez l'occasion de... Nous sommes piégés
par les nouvelles technologies, et ça, je vais insister là-dessus. Maintenant, pour les solutions, je participe. Vous aurez l'occasion, Monsieur Assoumou, je commence par vous. Nous sommes piégés par les nouvelles technologies. C'est présenté de façon apocalyptique. On ne peut plus rien faire pour la jeunesse. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je ne suis pas tout à fait d'accord. Il faut qu'on relance l'OCSU sous sa forme originelle. Alors l'OCSU s'est joué à l'époque, ça commençait par les interclasses, qui prenaient fin vers mi-décembre, pour permettre à ce que quand les enfants reviennent des congés de Noël, Oui. on affronte maintenant l'OCSU avec d'autres établissements, et ça durait pendant 4, 5, 6 mois. Et à l'issue de l'année scolaire, il y avait les Jeux nationaux de l'OCSU. Et je peux le dire sans risque de me tromper, que beaucoup d'athlètes qui ont fait les beaux jours du sport gabonais sont des produits de l'OCSU. De l'OCSU. En relançant l'OCSU, il faut permettre aux enfants de prendre part à plus de jeux de cohésion, plus de jeux collectifs. Et ce qui m'amène à proposer au ministère de l'Éducation nationale de revoir un peu les horaires d'emploi de temps des enfants. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des enfants qui terminent le cours à 17h. Alors que nous qui avons des centres de formation... On m'a parlé du lycée classique où les enfants terminent à 18h30, mais le ministère va nous donner peut-être l'heure réglementaire aussi de l'arrêt des cours au secondaire, voilà. Lycée classique. Vous connaissez, monsieur Angela? Nous avons des enfants qui terminent les cours à 16h, 17h, alors que la plupart du temps, nous qui avons des centres de formation, nous prenons les enfants à 15h. 15h, 17h, lundi, mercredi et vendredi. Même au lycée technique à l'époque, c'était nos jours et nos horaires d'entraînement. Oui. Mais aujourd'hui, c'est difficile pour les centres de formation. À quel moment, nous qui sommes des éducateurs sociaux, allons inculquer des valeurs sportives aux enfants si nous ne les avons pas? Il y a des enfants qui rentrent à la maison à 18h, à 20h, à 21h. Et quand l'enfant rentre à la maison de 20h, il est même exposé à d'autres formes de violences qui ne sont pas que des violences en milieu scolaire, mais qui sont des violences juvéniles de façon générale. Donc, je pense que le ministère de l'Éducation nationale peut jouer un rôle très important dans le sens où, en allégeant les horaires des apprenants, va permettre à ces apprenants d'intégrer des centres de formation, de prendre part aux activités saines qui, à l'époque, je reviens sur l'époque, comme votre époque. Notre époque, c'était pas la mienne, mais à l'époque quand même, comme le disait monsieur Ngongou, nous avions des clubs dans nos différents établissements. J'allais poser la question sur les clubs à M. Bekale qu'on n'a pas beaucoup entendu. Il nous a parlé de la vie scolaire, c'est déjà bien. Mais est-ce qu'au lycée technique, on ne connaissait pas ces clubs-là? Est-ce qu'ils existent encore? Peut-être l'occasion de nous dire aussi les clubs de théâtre, les clubs d'anglais et j'en passe. Je suis. Oui, allez-y. Alors, outre ces quelques propositions, je pense qu'il faudrait également que nous arrivions, là je parle une fois de plus du ministère de l'Éducation nationale, peut-être aussi du ministère des Sports, à jouer un rôle conjoint dans le sens de valoriser nos icônes sportives nationales, qui peuvent être des ambassadeurs de renom. Parce que sur son visage, l'enfant peut voir un visage à la fois amical, sportif et parental. Oui. Monsieur Bekale, merci madame. Quid des clubs dans votre établissement ou d'autres activités qui pourraient permettre aux enfants d'alléger un peu leurs emplois du temps? Oui, on parle de maths, de philosophie, enfin au lycée technique il y a bien d'autres matières, mais est-ce qu'il y a d'autres activités qui pourraient permettre à l'enfant de s'émouvoir autrement? Alors, je voudrais d'abord revenir dans la recherche des solutions. Il faut dire que l'État fait déjà un effort. Mais l'effort, on n'arrive pas à le, ressentir sur le terrain, c'est normal. Et l'État est là, il aura l'opportunité de réagir. Comme solution, ce que fait déjà l'État. À l'époque, comme on dit nous tous, il n'y avait pas ce qu'on appelait les services d'appui. Ça n'existait pas. L'État a aujourd'hui mis à la disposition des établissements les vies scolaires, les affaires sociales, les psychologues. Est-ce qu'il ne vous est pas arrivé à un moment donné de vous poser la question que malgré l'existence de ces services scolaires-là, la violence continue? Est-ce qu'il ne faudrait pas repenser peut-être... Nous sommes toujours dans la déclinaison des solutions apportées par, non seulement par l'État, mais par les chefs d'établissement que nous sommes. Nous avons les carnets de liaison. Dans ces carnets de liaison, on mentionne les actions, sinon les actes pour des élèves. Un parent
a l'obligation de consulter ce... On le voit dans certains établissements privés, mais au public, pas toujours. Ça existe, malheureusement. Est-ce que vous saviez que nous nous retrouvons même avec des bulletins que les parents ne viennent pas récupérer? Parce que les enfants sont abandonnés à l'école. Vous comprenez? Lorsqu'on donne un enfant des consignes, c'est la famille biologique, nous sommes la famille pédagogique. Il faut un lien entre ces deux familles. Vous comprenez? Mon frère parlait des clubs. C'est bien. Et là, j'ai envie de poser la question, est-ce qu'au stade actuel, quelqu'un a visité les établissements et ils ont constaté que les clubs n'existent plus? Dans beaucoup d'établissements, ils n'existent malheureusement plus. Nous sommes allés plus loin en mettant même en place les clubs éthiques, les cellules d'éthique. Et cette cellule-là est pilotée par un docteur qui est dans l'association des chrétiens, des médecins chrétiens du Monsieur Gabon. Bekale, à vous entendre, j'ai envie d'envoyer tous les élèves, tous les apprenants au lycée technique national Omar Bongo de Libreville. Peut-être que là-bas, non, ce n'est pas ce que nous sommes en train de dire. C'est la panacée, mais le phénomène, il est réel. Et je vais passer la parole à monsieur s'il vous plaît, 2 minutes. Le phénomène, il est réel. Mais il faut reconnaître aussi les efforts des uns et des autres. On vous le concède. Voilà. L'établissement, donc je suis le proviseur, mais a des violences. La recherche du proviseur, la recherche de l'administration, c'est de solutionner ces violences. Effectivement, et c'est pourquoi on est sur ce plateau. Et c'est pourquoi nous sommes là. Si nous disons simplement que les parents doivent avoir peur en envoyant les enfants dans les écoles, on aura l'impression que l'État, l'école ne fait rien et ça devient un monstre qui mange froid les enfants. Or, ce n'est pas ça, l'école du Gabon aujourd'hui. Il y a des violences, on a parlé des drogues. Vous prenez un jeune garçon, une maman avertie, regarde les ongles, les mains de son enfant. Il doit savoir que mon fils consomme la drogue. Vous regardez les lèvres de votre enfant. Une maman doit savoir que mon enfant, il fume la cigarette. Combien de parents sont capables de le faire? La question est posée, M. Mwangou. Madame, je crois qu'à l'entame de mon propos, j'ai dit que le système d'enseignement scolaire que nous avons dans nos pays africains, au Gabon, oui, nous l'avons copié ailleurs. Il nous vient d'ailleurs. Bien. Ces problèmes de violence scolaire se manifestent également de ce côté-là, comme ailleurs. Mais la question est de savoir, ce n'est pas de régler le problème établissement par établissement. Nous devons réfléchir en termes de système. Oui. Le système d'enseignement gabonais est en deçà du niveau de la mer. Nous avons un très mauvais système d'enseignement. Tous les indicateurs internationaux montrent que l'école au Gabon, le système éducatif gabonais, si on peut appeler ça système, est parmi les plus mauvais en Afrique. Il y a une étude qui vient de sortir sur la production de la recherche universitaire. Parce qu'il n'y a qu'à l'université que nous avons des instruments qui nous permettent d'évaluer véritablement la production de l'école. Aujourd'hui, la production universitaire au Gabon est parmi les 5 derniers, parmi les 5 dernières du continent. L'étude est sortie il n'y a pas longtemps, je crois il y a 3 ou 4 jours. Ce que je veux dire, c'est que dans ce pays, nous avons eu à faire des états généraux de l'éducation et de la formation. La problématique des violences en milieu scolaire y est abordée. Il faut poser le problème en termes global, non pas en termes d'établissement, lycée technique, lycée Léon-Ba ou tel autre établissement. Ce n'est pas là-bas la solution. Et qu'est-ce que vous proposez La solution consiste à ce que l'État fasse un état rigoureux des lieux, un audit du système éducatif gabonais. Est-ce que ce n'est pas ce qui a été fait lors de ces états généraux que vous Madame, il y a de grands traits qui ont été dessinés. Et le temps a également passé. Il faudrait qu'on fasse un état rigoureux et honnête de la situation de notre école. Il faut de nouveau s'asseoir ou il faut appliquer ce qui avait été décidé? Il y a une partie qu'on peut appliquer, une partie qu'on doit adapter ou réadapter. Ce que je veux dire, c'est que moi, je proposerais qu'il y ait une loi de programmation d'investissement scolaire au Gabon, une loi quinquennale de programmation d'investissement dans l'éducation. Nous avons parlé d'enseignants. Dans quelle situation les enseignants gabonais sont-ils formés?
Et on a l'impression que vous, les syndicalistes, vous pointez toujours du doigt les conditions de travail, les conditions de formation des enseignants, attendez, madame. En éludant. Je vais vous donner un exemple que j'ai vécu quand j'étais enseignant au lycée technique. Dites-nous, monsieur. Au lycée technique, on fait le bac, les bacs techniques. Quand on vient livrer le sable et le ciment au mois de mai, c'est-à-dire que d'octobre à mai, les enfants n'ont vu ni le ciment ni le sable. Et après, on leur demande de passer le bac en fin d'année, ils ont quand même le bac. Mais de quel bac s'agit-il? Ce que je veux dire, c'est honnêtement, nous devrions, le Gabon doit mettre en place une loi de programmation quinquennale pour régler les problèmes d'abord des infrastructures. Il y a un manque criard d'infrastructures scolaires. Parce que lorsqu'on se retrouve, comme je l'ai dit, avec des établissements où on a 8000 élèves, 5000 élèves, c'est anormal. On n'a jamais vu ça nulle part ailleurs. C'est le chaos, comme lorsque disait M. nous avons des établissements scolaires qui se trouvent à l'intérieur de Montbouet, on n'a jamais vu ça ailleurs. En tout cas, pas dans les pays qui réussissent. Lorsqu'on a des enfants qui sont obligés de faire 30 km pour aller à l'école, on n'a jamais vu ça. La notion même de carte scolaire, je ne sais pas si ça existe encore au Gabon. Je vais vous dire, quand je travaillais là où je travaillais, l'UNESCO sortait chaque année, je ne sais pas si c'est encore le cas, le rapport annuel d'évaluation de l'éducation pour tous. Quand j'allais sur les informations du Gabon, aucune statistique, c'était toujours non connu, non connu, non connu. Nous avons une ignorance des informations qui concernent notre propre système éducatif. Aujourd'hui, si on demande au ministre de l'Éducation nationale, au ministère, parce que ce n'est pas une affaire d'individu, si on lui demande à la rentrée 2026-2027, combien d'enfants de 4-5 ans sur l'ensemble du territoire gabonais aurons-nous entre les mains pour qu'on puisse les envoyer dans les maternelles? Est-ce qu'il est capable de nous donner? Est-ce que le ministère est capable de nous donner? Attendez, non, je n'ai pas encore fini. Oui, parce que l'instrument statistique est extrêmement important pour le pilotage d'un système éducatif. Et lorsque nous sommes dans un système où il n'y a même pas de statistiques, est-ce qu'on peut nous dire aujourd'hui, par exemple, si on veut ramener l'effectif, le ratio enseignant-salle de classe à un enseignant pour 35 élèves, est-ce que nous sommes capables aujourd'hui de savoir, à la rentrée prochaine, de combien d'enseignants de mathématiques, de combien d'enseignants de français aurions-nous besoin pour réaliser cet objectif-là? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi je parle d'une loi de programmation. Parce que la loi de programmation suppose qu'en amont, toutes ces informations auraient été recueillies et on trace des perspectives. Et c'est sur le fondement de ces perspectives qu'on aligne les dotations budgétaires en fonction de ce que l'on veut atteindre. Or, aujourd'hui, celui-ci dit, nous avons par exemple... Est-ce que vous dites que le ministère de l'Éducation nationale fait du pilotage à vue? Ils n'ont pas de données... Il suffit d'écouter les discours des responsables du ministère de l'Éducation nationale. Mais on peut simplement leur poser les questions que je viens de poser. Et M. Ondjile est là justement sur le plateau. Je n'ai pas envie de faire le procureur. Ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, dans la situation de l'école gabonaise aujourd'hui, j'ai l'avantage d'avoir parcouru un tout petit peu toute l'Afrique et de parler de la question de l'éducation. Vous avez les pays qui réussissent aujourd'hui. Je vais vous donner un exemple. Dans les années 90, lorsqu'il y a eu ce qu'on a appelé les programmes d'ajustement structurel, l'île Maurice a été confrontée aux dispositions de ces plans d'ajustement structurel. Et l'école à l'île Maurice a eu un problème important en termes d'enseignants, en termes d'infrastructures, en termes de programmes. Bref, l'école était véritablement laminée. Qu'est-ce que le gouvernement de l'époque a fait? J'ai la chance d'avoir un ami qui était à l'époque ministre de l'Éducation à l'île Maurice. Dites-nous rapidement pour permettre aux autres l'État de l'île Maurice a fait en sorte que le premier budget de l'État pendant une dizaine d'années soit le budget de l'éducation nationale et de la recherche. Et là, il y a des priorités. Et aujourd'hui, l'île Maurice a le meilleur système d'enseignement, la meilleure production scolaire et universitaire d'Afrique. Une question de priorité. Ça ne tombe pas du ciel. Monsieur Ondjila. Il faut des engagements. Et pour ce qui est de l'État,
la preuve de l'engagement en fonction d'une politique, s'il s'agit de la politique de l'école ou de la politique de santé, ce sont les dotations budgétaires et aussi l'usage qu'on fait de ces dotations. Parce que malheureusement, dans nos pays, et dans notre pays en particulier, il ne suffit pas d'avoir une dotation budgétaire, encore faudrait-il regarder quel usage est fait comment elle est exécutée. Effectivement, vous avez relevé plusieurs problèmes, M. Ngwangou, et c'est intéressant, M. Ondjile est là. Problème de programmation, problème... Il pointe du doigt sans le dire, le ministère de l'Éducation nationale. Non, pas le ministère de l'Éducation. Non, je crois que, madame, ce n'est pas un problème propre à l'Éducation nationale. Ça devient un problème de l'État. Oui, effectivement. Parce que l'éducation, ce n'est pas seulement l'Éducation nationale. On a compris. Il y a même le ministère de la Santé. Effectivement. Il y a l'enseignement supérieur. On a parlé du sport. Effectivement. Voilà. Mais M. Ondjile est là et il peut déjà et comme apporter... aujourd'hui, on a la chance que le président de la République est en même temps le chef du gouvernement, je crois que c'est l'occasion de lui dire, Monsieur le Président, l'école gabonaise est par terre. Elle est même en deçà du niveau de la mer. Il faut la relever. Parce que l'école a pour... Il faut le rappeler. L'école a pour objet de conférer aux citoyens d'une nation ce qu'on appelle la dignité. Et vous l'avez dit. La dignité. Il faut donc que l'école gabonaise ait les moyens de conférer à chaque Gabonais la dignité. Que l'école gabonaise retrouve ses lettres de noblesse. Voilà. Vous l'avez dit, on espère que votre message n'est pas tombé dans des oreilles de sourds. Monsieur Ondjila, vous avez enfin la parole. Oui. Quelle solution proposez-vous à ce mal qui mine l'école gabonaise, mais de façon globale? On l'a vu, Monsieur Boulingui a parlé de chaos, Monsieur Ngwangou a relevé toutes les pistes de solutions qu'il propose. Hein, et on espère véritablement que ce ne sont pas des propos qui sont tombés dans des oreilles de sourds. L'aîné et moi, on a déjà eu ce débat-là sur la qualité de la formation. Moi, j'aime bien discuter avec lui parce que quand on parle beaucoup de... On fait œuvre de pédagogie. On ne discute pas pour ne rien dire. Il y a bien des choses où on est d'accord, il y a d'autres où on n'est pas d'accord. Parce que quand on dit que le système est par terre, la dernière fois, je lui opposais les systèmes d'évaluation internationaux, pas des systèmes qui montrent bien que notre système tient la route. Vous avez parlé d'une évaluation au niveau universitaire, mais il y a des évaluations au niveau collège, des évaluations au niveau primaire qui nous classent à un niveau pas mal. Je ne dis pas que c'est très bien, mais je dis quand même qu'on ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. Il y a un certain nombre de choses sur lesquelles je suis d'accord avec... Très ou trop ambitieux pour le Gabon. Non, mais il y a des choses qui sont... Quand Madame la ministre d'État dit qu'il manque 400 enseignants de maths à l'heure actuelle, c'est que derrière, il y a un calcul qui est fait. On pourrait parler d'enseignants, du manque d'enseignants. Vous savez, à votre époque, quand vous enseignez, on savait bien qu'il y avait les enseignants qui manquaient. Qu'est-ce que les gouvernants de l'époque avaient fait? Ils sont allés recruter à l'extérieur. Donc les collègues qui venaient d'ailleurs sont venus ici. Vous savez, il y a que, lorsque eux y venaient, nous sommes allés recruter les gens d'une même génération. On savait bien que 30 ans plus tard, tous ces gens-là devaient aller à la retraite. D'où la programmation dont parle M. Ngwangou. Devaient aller à la retraite et on devait se retrouver en situation difficile. Il s'est avéré que pendant la période où ces gens sont allés à la retraite, il y a eu une décision de non-recrutement. Donc, vous faites un calcul, hein, c'est 8% de départ à la retraite. Donc, si on ne remplace les effectifs de 8%, décision de non-recrutement qui arrive alors que l'éducation nationale avait un besoin réel. Chaque fois, si vous avez 20 000 enseignants, et si vous faites 8%, vous avez énormément, vous avez plus de 1000 personnes qui partent à la retraite. Et M. Ondjila, pour vous revenir... Vous ne trouvez pas le nombre d'années de non-recrutement pendant 8 ans. C'est un gap énorme. C'est un gap énorme. Monsieur Ondjila, ça, au début, vous ne vous rendez pas compte, mais au bout de 5 ans, vous vous rendez compte qu'il y a un trou béant qui est très difficile à combler. Donc, il y a un travail qui est fait. Et pour revenir à la problématique des violences en milieu scolaire. Voilà, c'est pour ça que je dis que les solutions existent. Est-ce qu'elles sont efficaces, ces solutions? Ben oui, on va y arriver. Il y a une batterie de textes qui existent. Il y a, Madame la ministre d'État, sur ces instructions, a fait, par l'entremise de PISE,
programme d'investissement dans le secteur éducation. On a fait venir des experts internationaux, avec des experts gabonais, qui ont travaillé qui ont fait une analyse sur les différents types de violences, les origines, les raisons, les conséquences et les solutions. Quelles sont les recommandations de cette analyse? Les solutions, oui. Bon, Madame la ministre d'État m'a demandé de vous remettre ceci. Merci beaucoup. C'est un guide, le guide de prévention et c'est le guide de prévention, de prise en charge des violences en milieu scolaire. À l'intérieur de ce guide, vous avez des fiches, les fiches pratiques, fiches élèves, fiches parents d'élèves, fiches enseignants. Ce guide est-il déjà disponible dans les établissements? Le guide, il est disponible. C'est tout simplement parce que, depuis 2023. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que dans le texte, vous allez voir derrière, il y a un texte. Rapidement, pour conclure, Monsieur Angela. L'arrêté 0480 oui. qui met en place une cellule à l'intérieur de laquelle vous avez plus de 10 ministères, y compris le ministère de la communication. Et cette cellule-là, dont le président est le ministre de droits de l'homme, à l'époque donc le ministre de la justice. Bon, il y a un comité de veille, mais il y a une cellule de veille, mais il y a un comité à l'intérieur duquel vous avez plus de 10 ministères. La question le ministère est... de la communication, oui, attendez, oui. Le ministère de la communication est chargé de vulgariser les informations. Oui. Vous avez à l'intérieur 2 numéros verts. Le 14-12. Très bien, qui est un numéro 14-12. vert, 14-12. Oui. Ce numéro-là, quand vous appelez, vous tombez sur la Direction générale des droits de l'homme. D'accord. Qui prend en charge les élèves victimes de violence. 14-12. Vous avez le 14-04. Monsieur Boulingi, allez-y. Attendez. On ne peut pas boire tout cela. Non, attendez. Parce que moi, je vérifie. J'ai été là-bas aux droits de l'homme. Appelez. C'est fini. Vous savez, attendez. Non, mais attends. Vous savez. J'ai été, moi, il y a une semaine. J'ai écouté, attendez, je parle. J'ai écouté ici un agent, un membre de l'association des parents d'élèves qui a dit avoir créé les AS, les auxiliaires de sécurité. On pourra peut-être revenir dessus. Dans les auxiliaires de sécurité, je rappelle quand même que le ministère de l'Éducation nationale reçoit 2 types d'agents. Les fonctionnaires et la main-d'œuvre non permanente. Lorsque vous recrutez des auxiliaires de sécurité qui ne sont ni fonctionnaires, ni même non permanents, il faut trouver le moyen de financer ça. Monsieur Quelqu'un a dit ça, bon, on l'a pas Nous allons permettre pour les numéros verts. Attendez, pour les numéros verts. 14-12, on retient. Pour les numéros verts, le 14-12 et le 14-04, vous savez, moi avant de venir ici, j'ai appelé les 2 numéros. Et je suis tombé sur... Et ils sont fonctionnels. Les numéros sont fonctionnels. Nous appellerons et nous allons le vérifier. Monsieur Minsa... je ne dis pas n'importe quoi. Monsieur Minsa et Monsieur Boulingi vont également conclure. Vous avez, et derrière, vous avez également les fiches d'engagement des élèves. Et des établissements également. Et des établissements. Vous avez puisqu'on parle de la responsabilité du personnel encadrant. Harcèlement, vous avez des fiches. Donc, il charge à vous, le ministère de la Communication, qui fait partie de la cellule de veille, de communiquer aussi autour de ça. On va vulgariser. Moi, je voulais que pour cette émission, après, qu'on mette... Le saviez-vous? Le savez-vous, par exemple, que on le fera, nous avons on le fera. On a beaucoup d'idées, on a beaucoup de programmes au niveau de Gabon 24. Monsieur Minsa, pour conclure, piste de solution, rapidement, puisqu'on n'a plus assez de temps. J'ai l'impression que monsieur l'inspecteur vient faire la promotion de son ministre d'État. Et il n'est pas question ici de faire la promotion. Des pistes de solution pour conclure. Non, permettez-moi. Je crois que l'établissement est un milieu fermé avec un règlement intérieur. Autrefois, l'article 1er du lycée technique qui nous a été brandi à tout moment par Janvier Nguima Bomba, il disait le professeur a toujours raison. Vous voyez, dès lors que vous vous mettez dans cette logique, ça veut dire que vous connaissez vos limites. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui justifie le fait que, parce qu'on parle là de violence, nous confions nos enfants à l'école.
Parce que nous savons qu'il y a des responsables qui sont là-bas, qui sont les encadreurs et autres. Un enfant qui doit normalement avoir cours à 10 heures, son enseignant n'est pas là, il est peut-être au privé. Vous voyez, pendant ce temps, que deviennent les élèves? Je dis bien que deviennent les élèves. Ça crée une opportunité pour ces élèves-là de manifester leur comportement. Oui. Et parmi les comportements, il y a obligatoirement la violence. Non, non, s'il vous plaît, On s'il vous plaît. on est déjà arrivé à la fin de l'émission, monsieur. S'il vous plaît, s'il vous plaît, je continue. Je continue. Le constat est là et vous le savez. Vous le savez, non. Monsieur Mintsa, Vous parlez de quoi? Vous voulez faire de la politique ou bien vous voulez parler de la réalité? Monsieur Mintsa, au-delà du Les constat. établissements d'enseignement privé sont tenus par qui aujourd'hui? Mais attendez. Ils sont tenus par qui? Si vous y allez là, s'il vous plaît, vous ne savez pas... Bon, je voudrais peut-être vous l'apprendre. Peut-être que vous ne faites pas l'inspection. Pas dans une salle de classe. Non, non. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Qui régule Non, non, qu'est-ce qui est vrai? Non, comment ça? Monsieur Moulingi, s'il vous plaît. vous avez la parole. Quand on parle, nous avons les éléments de réponse. Monsieur Mintsa, un instant. Nous avons les éléments... Monsieur Mintsa, s'il vous plaît. Je regrette. Monsieur Angela, Mais je le dis. Monsieur Angela, vous n'avez plus la parole. On peut faire le tour de l'établissement. Vous constaterez que certains enseignants ne sont pas là aux heures où ils doivent être là, mais ils sont privés. Monsieur Mintsa, Vous voulez nier ce fait? Monsieur Mintsa, permettez. Monsieur Moulingi, vous avez la parole. Les pistes de solution pour juguler ce phénomène. J'ai entendu par monsieur Ngwangu qui a parlé des états généraux. Ce n'est pas une fois, je pense que c'est plusieurs fois que nous avons des états généraux. Au-delà des états généraux... Il y a même eu la task force. Voilà, j'en viens. J'ai assisté moi aussi à la task force. Au-delà des états généraux, il y a la task force. Il y a eu aussi des réunions politiques qui n'ont pas parlé que politique, qui ont parlé aussi du côté social et donc même de l'éducation. Mais comme solution pratico-pratique. Mais j'en viens. Oui, les solutions pratiques. L'année 2020, nous sommes en 2025. Oui. Nous avons eu quoi en avril 2024 Le dialogue national. Il y a eu tous ces problèmes. Tous ces problèmes qui ont été posés. Les solutions, les pistes de solutions ont été mises là-dedans, les recommandations. Mais pourquoi ne pas mettre en application ces recommandations? Simplement. Voilà. Merci beaucoup. Messieurs, je suis dans l'obligation de refermer cette émission. La problématique est importante, monsieur Angela, je vous le concède, mais nous n'avons plus de temps. Nous allons revenir. Nous allons revenir. On n'a pas parlé de la police scolaire. Mais vous avez eu l'occasion d'en parler, monsieur Angela. Et nous allons revenir sur ce plateau parce que la problématique est importante et les populations nous regardent, les parents d'élèves et les apprenants eux-mêmes qui veulent savoir comment s'en sortir, comment ne plus avoir peur de l'école. Est-ce que c'est possible aujourd'hui de faire de nouveau confiance à l'école, d'aller à l'école et d'apprendre sainement, d'avoir la discipline que M. Ngwangu relevait à son époque? Nous avons les fiches, nous allons les vulgariser. Et nous vous remercions, M. Joachim Angelo Onyele, inspecteur général des services au ministère de l'Éducation nationale, d'avoir pris part à cette émission. Le Peuple s'exprime. Et Gabon 24 vous remercie. À vos côtés, il y avait M. Éric Bekale, proviseur du lycée technique national Omar Bongo de Libreville. Merci à vous, M. Mario Sassoum Kemp. Vous étiez là en tant qu'encadreur de jeunesse et vous avez proposé des solutions dans la pratique du sport collectif notamment. Merci aussi à M. Ngwangu qui a pris de son temps pour venir nous faire bénéficier de son expérience en proposant une révision du système éducatif gabonais avec une loi de programmation. Pourquoi pas? Pour permettre au ministère de l'Éducation nationale d'encadrer, de mieux encadrer ces apprenants qui sont encore aujourd'hui trop victimes de violences en milieu scolaire. Merci à vous, Monsieur Mintsa, même si on ne vous a pas vraiment permis de conclure, mais on a compris effectivement, parce que comme vous, il y a beaucoup de parents d'élèves qui s'interrogent sur la capacité des établissements à avoir encore cette rigueur et cette discipline et sur aussi le rôle nécessaire de l'État à sanctionner quand il faut sanctionner, parce qu'il faudra sanctionner. Merci à vous, M. Moulingi, vous nous avez pris en deuxième partie de cette émission. Il faut appliquer, je suis d'avis avec vous, les recommandations de tous ces états généraux, de toutes ces task forces et même du dialogue national que l'on a eu. Il faut juste les faire sortir, peut-être plus se rasseoir comme proposait M. Ngwangu, mais les faire ressortir, les éplucher et puis les appliquer. Merci en tout cas à vous, messieurs, d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. J'ai été ravie de discuter avec vous tous en espérant avoir fait œuvre utile dans le cadre de la lutte contre ces violences en milieu scolaire, puisqu'elles nous concernent tous, chers parents, chers enfants et tous les membres de la société. Personne n'est épargné. Nous sommes tous responsables, peut-être parfois victimes, mais quand même responsables. Il est temps
que chacun prenne ses responsabilités. Le ministère l'a pris et il va continuer certainement de prendre ses responsabilités puisqu'il a déjà proposé certaines solutions. Avec lui, les chefs d'établissement également, M. Bekele l'a signifié, mais M. Ngwangou le disait, ce n'est pas un seul établissement qui va faire la différence, mais c'est en prenant la problématique de façon générale et de façon globale. Merci en tout cas à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. Le peuple s'exprime. C'est terminé pour aujourd'hui. On espère vous retrouver très vite sur nos antennes. Au revoir. Nous avons le droit d'être libres et de nous exprimer comme on veut.